Bonjour à tous et bienvenue sur LCP Public Sénat. C'est l'heure de Parlement Hebdo, votre rendez-vous politique et parlementaire. 45 minutes pour faire le tour de la semaine avec Mickaël Zamès. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. La loi Macron examinée en commission spéciale par les députés. Le gouvernement va-t-il utiliser une nouvelle fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer ce texte sans vote? Suspense et controverse aussi avec cet amendement voté contre l'avis du gouvernement pour assouplir la loi E20. La polémique sur le vol berlinois de Manuel Valls, l'escapade du Premier ministre pour un match de foot a provoqué une certaine indignation. Le Premier ministre a reconnu une erreur de communication. Il va rembourser le trajet de ses deux enfants qui ont assisté avec lui à la finale de la Ligue des Champions. Et puis comme chaque vendredi, le plus de l'hebdo, notre rubrique culture et politique. On parle d'un film qui fait polémique, Un Français du réalisateur Diastème, qui raconte l'itinéraire d'un skinhead repenti ou comment parler au cinéma de l'extrême droite. Notre invité pour commenter toute cette actualité et bien d'autres, bien évidemment, Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Députée Les Républicains des Yvelines, ancienne ministre des Budgets. Vous êtes en charge des élections régionales pour votre parti. Vous êtes la candidate pour l'Île-de-France pour votre parti. On reviendra bien évidemment très largement sur cette campagne acharnée en Île-de-France. Tradition dans cette émission, on écoute le portrait qui est dressé par les parlementaires. Et oui, c'est eux qui parlent de vous. Écoutez et vous réagirez juste après. Valérie Pécresse, je dirais qu'elle est dynamique, sympathique et qu'elle incarne un bel espoir pour l'Île-de-France. Je sais qu'elle aime passionnément cette région et qu'elle sera une formidable présidente. Je la connais peu, je l'ai connue comme ministre pendant la législature précédente. Une femme très agressive en parole dans l'enceinte de l'Assemblée, mais très clairement, je n'ai pas de jugement à l'emporte-pièce de Valérie Pécresse. C'est quelqu'un voilà, que j'apprécie, qui a de la détermination, qui a de l'humour, qui sait aussi avoir les rondeurs nécessaires dans ses discours quand il le faut, qui aime le combat d'idées tout en étant respectueuse des autres. Donc une belle image de la femme ou de l'homme politique et de la femme politique en l'occurrence. Après un passage dans un ministère et puis d'être revenu député, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé? Aujourd'hui, vous voulez dire? Oui, avec presque toutes ces longues années de politique. Oh, bah écoutez, oui, mais je pense que c'est aussi une question d'âge, c'est aussi une question... Non, Il paraît, oui. non mais parce qu'on traverse beaucoup d'épreuves en politique, on traverse beaucoup de moments qui vous apprennent beaucoup de choses. Moi, je crois fondamentalement qu'on a changé d'époque. Je crois que les Français ont envie aujourd'hui de politiques qui font de la politique un peu différemment, qui font de la politique en proposition, qu'ils en ont un peu assez de ces joutes politiques. C'est vrai que j'ai été dans la joute politique quand j'étais ministre des universités, j'avais les étudiants dans la rue. J'étais obligée d'être, d'être dans une position qui était à la fois de négociation, mais aussi de fermeté. J'ai été porte-parole d'un gouvernement qui était très attaqué dans une période de Et vous campagne. avez donc attaqué? Oui, mais aujourd'hui, je suis plus du tout dans cette période de ma vie. Aujourd'hui, je suis dans une période de construction. Et plus oui, dans une période de construction, dans une période où j'ai envie de rassembler. J'ai derrière moi, et j'ai cette chance d'avoir une famille, les Républicains, qui est vraiment rassemblée autour de moi. Et je crois que je peux travailler très très bien avec des élus de gauche comme des élus de droite. Eh bien, on va en parler, on va dérouler l'actualité de la semaine, en commençant par lundi, où quand une loi en cache une autre. Le projet de loi Macron a été adopté en commission spéciale à l'Assemblée. Le texte assouplit en passant une autre loi emblématique, la loi E20. Les députés ont en effet conservé l'amendement voté par les sénateurs qui assouplit la loi E20. Explication de texte avec Jérémy Hartmann. Faut-il mieux délimiter la frontière entre information et publicité pour l'alcool? La question a opposé gouvernement et députés cette nuit, réunis en commission pour un nouvel examen du projet de loi Macron. Le ministre de l'économie a répété la position du gouvernement. On ne touche pas à la législation en place, c'est-à-dire à la loi E20. Mais en matière de vin, les clivages droite-gauche sont vite oubliés en France. La plupart des députés ont refusé de suivre l'avis du ministre. On ne se retrouve pas avec un recours si on fait une publicité en disant
croisière viticole, par exemple, ou visite des caves de cognac. Cognac étant une évocation d'un produit qui est bien connu et qui est alcoolique. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir un article dans la presse qui va parler de nos tourismes que l'on va augmenter les problèmes des alcooliques. Mais difficile de dissocier dans la loi le vin des spiritueux ou de la bière. Une poignée de députés estime donc qu'une modification de la loi servirait surtout la cause des industriels de l'alcool et des publicitaires. À qui profite objectivement cet amendement ? Profite-t-il véritablement à la viticulture à laquelle nous sommes toutes et tous attachés, ou profite-t-elle au contraire à des marchands divers et variés, d'alcool fort, de spiritueux? L'argument n'a pas suffi, l'opposition du gouvernement non plus. L'article modifiant l'encadrement de la publicité pour l'alcool a été voté. L'article 62 ter est adopté. Valérie Pécresse, est-ce que cet amendement qui libère la publicité sur l'alcool est pour vous une avancée ou un recul en matière de santé publique ? Moi, je suis très réservée sur cet amendement et je pense que je ne l'aurais pas voté. Aujourd'hui, moi, je suis une famille de viticulteurs, donc, je suis très attachée évidemment à la promotion du vin français et à l'exportation j'allais dire, des produits de nos terroirs. Mais en même temps, nous sommes confrontés, et il ne faut pas se voiler la face, à une montée terrifiante de l'alcoolisme des jeunes. Et moi, c'est cette évolution-là contre laquelle j'ai essayé de lutter quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Vous savez ce qu'on appelle le binge drinking à l'anglaise, c'est-à-dire aller se saouler le soir, se mettre minable, comme disent les jeunes, le soir, le week-end, mais ça commence chez les étudiants dès le jeudi soir, ça arrive dans les écoles, ça arrive dans les collèges et dans les lycées, et en tant que peut-être future présidente de région Île-de-France, j'aurai la charge des lycées. Je crois qu'il faut qu'on lutte énormément contre ces addictions. Vous ne voulez pas de cet amendement qui peut inciter les jeunes à boire davantage? Moi, je veux qu'on travaille en tout cas sur cette question et qu'on s'assure qu'il ne s'agira pas avec cet amendement de permettre la promotion des alcools forts qui sont aujourd'hui à la source d'un alcoolisme de la jeunesse qui est très inquiétant et qui est source d'échecs scolaires. Vous connaissez bien l'Assemblée, est-ce que vous diriez que c'est la victoire des lobbies ? Non, je pense qu'il y a une vraie question derrière cet amendement qui est la promotion d'un certain nombre de nos produits qui sont emblématiques de l'économie française, de la tradition française. Mais il n'y a pas que les terroirs, parce que visiblement c'est l'alcool fort aussi qui est visé aussi dans cet amendement. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, qu'on retravaille complètement cette question et je pense qu'il ne faut pas voter cet amendement en l'état. Vous soutenez Marisol Touraine qui veut évidemment à l'Assemblée nationale, quand le sujet va arriver dans l'hémicycle, faire passer elle aussi un amendement? Moi, j'aimerais bien que Marisol Touraine me soutienne quand dans la loi santé publique, je propose un amendement pour mettre un chargé de mission addiction dans tous les collèges et tous les lycées de France qui permettrait à l'éducation nationale d'avoir une personne qui serait en charge de lutter contre les addictions. Elle vous a dit quoi, Marisol Touraine? Le gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement. Alors je propose que le gouvernement soit, j'allais dire, ouvert aussi aux propositions de l'opposition quand elles vont dans le sens. Mais là, il s'agit d'une question de santé publique. Oui, et ne fasse pas du sectarisme sur la santé publique. Et du double discours? Un double discours? Et du double discours. Mais là, c'était plus du sectarisme. C'était un amendement Valérie Pécresse. Alors, il fallait évidemment donner un avis défavorable. C'est du réflexe pavlovien. Ça n'est pas digne d'un ministre de la République. On va parler encore un petit peu de la loi Macron, qui est toujours à l'étude dans la commission spéciale, notamment après son passage au Sénat. Écoutez un peu l'état d'esprit de deux députés socialistes, évidemment un peu contradictoires. Écoutez. Moi, dans ma position, c'est d'être la sentinelle, d'être le gardien du texte initial de l'Assemblée nationale. Après, si le gouvernement veut nous faire des propositions, nous les examinerons. La version gouvernementale initiale sera rétablie. On retrouvera les problèmes qu'on a eus en première lecture, à savoir est-ce qu'il y a un compromis suffisant entre l'extension du travail du dimanche, que le gouvernement souhaite absolument, et les contreparties ou les garanties qu'on donne aux salariés qui vont, pour beaucoup d'entre eux, subir ce préjudice de devoir aller travailler le dimanche. Vous avez encore un doute sur l'utilisation du 49.3 par le gouvernement, par Manuel Valls? Ma position est très claire. 49.3 qui permet de passer Ma position est très claire. La vraie loi Macron, celle qui libérerait vraiment la croissance dans notre pays, celle qui permettrait enfin de dynamiser les choses, elle existe, elle a été votée au Sénat. Donc il ne faut pas modifier. La droite majoritaire au Sénat. Mais oui, mais il ne faut pas modifier la loi telle qu'elle sort du Sénat. C'est cette loi-là qu'il faut voter. Le gouvernement a une chance historique. Moi, je mets tout le monde en garde. Je tire le signal d'alarme. Les taux d'intérêt remontent. Aujourd'hui, l'économie française est sous morphine. Les taux d'intérêt sont très bas. Le pétrole est très bas. L'euro
est bas. C'est une morphine qui permet de réaliser sans douleur les réformes dont notre pays a besoin. Promise par le président de la République, vous n'y croyez pas visiblement. Mais enfin, avant de redistribuer, il faut créer des richesses. Ah oui. Et pour créer des richesses, il faut profiter de cette conjonction des facteurs. Les taux d'intérêt remontent, c'est un signal d'alarme. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Si les taux d'intérêt se mettent à remonter, on va perdre cette antidouleur. Et qu'est-ce qui va se passer? On aura perdu le bon moment pour réformer. Alors, il faut voter la loi Macron telle qu'elle sort du Sénat. Puisqu'on parle de réforme, François Hollande semble déterminé à mettre en œuvre l'un de ses engagements de campagne, l'impôt à la source. Vous avez été ministre du budget, vous connaissez bien cette réforme qui s'avère être un casse-tête chinois. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en 2018, l'impôt à la source sera une réalité pour tous les Français? Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire la retenue à la source, parce que c'est une bonne idée en termes de simplification. Puis c'est surtout une bonne idée quand on a des changements un peu dramatiques de situation professionnelle et que l'année d'après, on se retrouve à payer les impôts de l'année précédente. On avait, et quand j'étais ministre du budget, je l'ai vu, des drames personnels qui se nouaient parce qu'on n'avait pas la retenue à la source. J'y suis favorable, mais à deux conditions. La première, c'est que ce ne soit pas une occasion pour le gouvernement de faire une hausse d'impôts déguisée. Et la deuxième, c'est qu'on ne supprime pas le quotient familial et la familialisation de l'impôt. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile de faire le prélèvement à la source dès lors qu'il faut y inclure des informations familiales. Je pense que c'est possible. Il suffit de travailler, comme on le fait aujourd'hui, sur la mensualisation. Et avec des données de mensualisation, appliquer un quotient familial à la fin de l'année. Comment ne pas augmenter la facture? Comment faire concrètement pour que ça n'augmente pas? Toutes les pistes sont compliquées. Il faut que le gouvernement accompagne cette mise en œuvre du prélèvement à la source d'une baisse de l'impôt global sur le revenu. C'est ça qui permettra en réalité de réaliser la réforme sans douleur. Mais ça suppose évidemment aussi une baisse des dépenses publiques, ce qui supposerait des réformes. On y revient. Sans réforme, on ne fera pas d'économie. Sans économie, on n'arrivera pas à faire des belles réformes fiscales. Question peut-être un peu plus politique. On connaît le calendrier parce qu'il sera soumis au Conseil des ministres la semaine prochaine. 2016 pour la mise en place, 2018 effectif pour cet impôt à la source. Si jamais la droite devait gagner en 2017, est-ce que vous reviendriez sur cette proposition de l'impôt à la source? Mais tout dépend de la réforme qui va être votée. Il ne suffit pas de, j'allais dire, comme dirait le général de Gaulle, sauter comme un cabri et dire prélèvement à la source, prélèvement à la source. Le diable est dans les détails. Si cette réforme du prélèvement à la source se traduit par en réalité une hausse d'impôts déguisés, ce qui n'est pas impossible, eh bien à ce moment-là, nous serons contre et nous la détricoterons et nous la referons. Si ça se traduit par une remise en cause du quotient familial, de la même façon. Alors on va quitter un petit peu le Parlement, on va se rendre dans le 18e arrondissement de Paris. Évacuation musclée d'un nouveau camp de migrants. Les forces de l'ordre se sont vivement opposées à des élus et de nombreux militants associatifs. Reportage. À grand renfort de gaz lacrymogène, policiers et gendarmes ont évacué lundi après-midi la centaine de migrants qui occupaient la halle Pajol depuis plusieurs jours. Une opération musclée qui scandalise la gauche de la gauche. Au lieu d'apporter des solutions pérennes, on fait intervenir la police de façon extrêmement brutale. Je dirais que ça c'est indigne d'un gouvernement de gauche et que ça casse au contraire tout ce qui était mis en œuvre pour trouver des solutions. Les associations humanitaires sont au travail, la ville de Paris est au travail. Que le gouvernement vienne avec les forces de police, avec la violence qui s'est manifestée hier, on pense que c'est pas acceptable. Au PS, on soutient l'action du gouvernement. L'évacuation jugée nécessaire permet selon eux de distinguer les demandeurs d'asile des migrants clandestins dans l'obligation de quitter le territoire. Je trouve qu'il y a une part d'hypocrisie et d'irresponsabilité de la part de certains élus qui, lorsqu'ils sont en responsabilité, agissent de la même manière parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'agir et qui aujourd'hui instrumentalisent la misère humaine à des fins politiciennes. Côté républicain, le député Guillaume Larrivé demande d'accélérer les reconduites aux frontières et soutient l'expulsion. Une personne étrangère, migrant clandestinement vers la France et occupant illégalement une rue à Paris, cette personne n'a pas le droit de séjourner en France et doit être reconduite dans son pays. Ces migrants affirmaient camper là, faute d'endroit où aller après l'évacuation, le 2 juin, d'un autre campement proche de La Chapelle. 350 personnes, principalement soudanais ou érythréens, s'y entassaient depuis des mois dans des conditions indignes. Anne Hidalgo et notamment certains ministres sont dits favorables pour un hébergement d'urgence dans des centres à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes aussi favorable à cet hébergement? D'abord, il faut fixer la direction dans laquelle on va. Et cette direction, elle est claire.
tous les étrangers en situation irrégulière, déboutés du droit d'asile, qui sont sur le territoire français, doivent être raccompagnés chez eux. C'est ça la direction que doit suivre le gouvernement. Si on affirme ce cap, on pourra à ce moment-là envisager un hébergement provisoire qui ne deviendra pas un hébergement actuel, permanent. Vous ne voulez pas. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter de recevoir, d'accueillir des migrants sur notre sol dans des conditions qui sont inacceptables. Nous avons des dizaines de bidonvilles, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Et moi, vous êtes allé sur ce camp, vous avez constaté? Oui, je suis allée à La Chapelle et j'ai demandé le démantèlement de ce camp. Mais attention, ça n'est pas en éparpillant le problème sur toute l'Île-de-France ou en le dispersant les migrants sans leur offrir de solutions d'accueil qu'on résoudra le problème. Donc l'accueil, oui, mais un accueil provisoire avec une seule et unique direction. Ils doivent retourner chez eux, être raccompagnés chez eux. Et j'ajoute une autre chose, c'est qu'on doit les empêcher d'arriver. Parce que le sujet, il est là. C'est qu'on ne peut pas accepter ça comme un fait accompli, comme une donnée. Aujourd'hui, nous devons empêcher les bateaux de quitter les côtes libyennes. Et ça le relève de l'Europe aussi, cette question. Bien entendu. Tout le monde est démuni. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'il nous faut un Conseil européen d'urgence pour demander... Vous le demandez? Mais bien entendu, je le demande et je demande au gouvernement de prendre ses responsabilités. L'Europe doit empêcher les bateaux de partir. Par une action militaire, donc par une action militaire. Par un blocus. On fait des blocus dans d'autres contextes pour préserver des droits de l'homme. Aujourd'hui, je pense qu'il est absolument impératif de casser le modèle économique qui fait vivre les passeurs. Ce modèle économique, c'est de réussir à mettre... j'allais dire, toute la misère humaine sur la Méditerranée et de nous obliger à ensuite l'accueillir. Ça n'est pas possible. Que si ça continue, on aura un Sangatte puissance 10. Vous y croyez, ça? Bien entendu. En région parisienne, notamment. Partout en France. Le sujet, parce que j'ai entendu dire beaucoup d'élus de gauche disant il faut que chaque département puisse supporter sa part de la charge, donc il faut qu'on répartisse. Et donc vous êtes contre? Mais l'éparpillement ne résoudra rien. La dispersion du problème ne le résout pas. Ce qui le résout, c'est d'empêcher les migrants d'arriver. Et il faut que ce soit vite. Oui, mais une fois qu'ils sont sur le sol, vous faites quoi? Mais attendez, déjà les empêcher. Parce que le problème, c'est qu'on a un flux qui est continu. Les empêcher, que l'Europe dise clairement qu'elle les empêchera de venir et de partir de chez eux. Ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas forcément gagné. Non, mais c'est ça le combat d'aujourd'hui, c'est ça le combat immédiat. Parce que sinon, le tonneau des Danaïdes continuera de se remplir. Donc, empêcher les migrants de partir. Et 2, mettre en place la politique dont le gouvernement parle mais qu'il n'applique pas, une politique de retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays. Sans ça, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Et la France, Michel Rocard l'avait dit, n'a pas la capacité d'accueillir sur son sol toute la misère du monde. Alors, autre sujet, Valérie Pécresse, le plan du Premier ministre pour stimuler les embauches dans les TPE, les très petites entreprises, c'est au mardi. Un CDD renouvelable 2 fois, le plafonnement des indemnités obtenues au prud'homme, une prime à l'embauche. Le Premier ministre pour les TPE, pour le premier salarié embauché, le Premier ministre a dévoilé 18 mesures pour les TPE. Revue de détail avec Mounir Soussi. 18 mesures pour doper l'emploi. Le plan de Manuel Valls cherche à inciter les chefs de très petites entreprises à embaucher en leur versant une prime de 4 000 € dès le recrutement du premier salarié pour tous les contrats de plus d'1 an signés jusqu'au 8 juin 2016. 2 000 € la première année et 2 000 € la deuxième année. Cette prime, je veux le préciser, s'ajoutera à l'ensemble des allègements de cotisations sociales, au CICE et au pacte de responsabilité. Le Premier ministre ne remet pas en cause le statut du CDI, mais assouplit les conditions autour du CDD. Les employeurs auront la possibilité de renouveler 2 fois un CDD au lieu d'une seule actuellement. Mais pour l'opposition, ces ajustements arrivent trop tard. Votre réponse, c'est l'annonce, dans l'urgence, de nouvelles mesures, mais toujours pas de réforme. Monsieur le Premier ministre, ces nouvelles mesures, c'est la panique à bord. Pourquoi ne figuraient-elles pas dans les projets de loi Macron et Rebsamen dès le début de leur examen? Une proposition inquiète jusque dans les rangs du PS, le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif qui variera selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. À gauche, des voix se sont élevées pour dénoncer une attaque contre les acquis sociaux. On a l'impression de vieilles recettes qui n'apportent rien de nouveau à la situation d'aujourd'hui. On voudrait faire croire une fois de plus que ce sont les contraintes et les réglementations qui sont la source du problème de chômage.
Les TPE abritent plus de 50% de l'emploi. Le MEDEF, sceptique sur les précédentes mesures du gouvernement, estime que ce plan va dans le bon sens. Mais de FO à la CFDT, les syndicats s'inquiètent d'une dégradation du statut des salariés. Alors, il y a quand même pas mal de mesures dans ce plan qui visent à libérer le travail. Est-ce qu'en proposant ces mesures, Manuel Valls, pour vous, est preuve de courage? Mais moi j'ai envie de dire au Premier ministre, avec tout le respect dû à sa fonction, mais lâchez-vous, allez jusqu'au bout. Non, mais le Premier ministre, il est favorable à un contrat de travail unique, il l'a dit. Monsieur Macron est favorable à l'abrogation des 35 heures et à des accords d'entreprise. Monsieur Rebsamen est favorable à une réforme de l'assurance chômage. Mais on y va. D'accord, mais on y va. On a encore 20 000 chômeurs supplémentaires. Je vous l'ai dit, les taux d'intérêt remontent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent quoi? Aujourd'hui, je suis sûre que le pays est prêt. Donc c'est vrai qu'il y a sans doute une minorité de la gauche qui fait de la résistance. C'est vrai qu'il y a certainement un corporatisme et un conservatisme qui s'expriment dans la société française. Mais franchement, est-ce qu'on a le choix d'attendre? On n'a plus le choix d'attendre. Il faut relever les seuils. Là, on nous a bidouillé un truc. On nous a fait passer les taxes de 9 à 11 salariés. Oui. Mais remontons... Ce plan, c'est quoi? C'est une bidouille? Non, oui, c'est des petits... C'est du bricolage. Voilà, c'est du bricolage et on a besoin de construire une nouvelle maison. On a besoin de construire une nouvelle maison qui soit dynamique, qui soit la maison France. Il faut que la gauche se décomplexe pour vous sur ces questions économiques. Le sujet, c'est la création de l'emploi. Si on n'est pas tous d'accord pour dire que le sujet, c'est créer de l'emploi en France, est-ce que c'est acceptable qu'aujourd'hui, on regarde nos voisins, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et qu'on s'aperçoive qu'ils ont 2 fois moins de chômeurs que nous? Est-ce que c'est les charges sont moins? Mais à chaque fois, ils vous renvoient à votre bilan, Valérie Pécresse. Donc que vous n'avez pas fait? Mais écoutez, oui, enfin bon, là, au bout de 3 ans de gouvernement, là, le bilan... moi, je suis la première à considérer qu'on n'a pas assez fait. Mais on avait fait des choses, et ils les ont détricotées. Je vous donne un seul exemple. Une réforme dont je suis particulièrement fière, la TVA anti-délocalisation. Aujourd'hui, les prix baissent. On nous parle de menaces de déflation. Les prix baissent. On a refusé l'augmentation de la TVA qui aurait permis, sur les biens d'équipement, qui est une TVA qui touche énormément les produits importés. On nous a refusé cette TVA sur les produits importés qui aurait permis de baisser les charges sur le travail. On aurait fait plus de TVA anti-délocalisation. Et on aurait baissé aussi les charges sur les salaires. On aurait des salaires nets plus élevés, des ouvriers plus heureux d'aller travailler, une incitation au travail pour tous ceux qui aujourd'hui vivent des revenus d'assistance, et on aurait une économie plus compétitive. Allons-y franchement. C'est un cri du cœur que vous lancez à Manuel Valls. Allons-y franchement. Le Small Business Act, vous savez, ça rappelle Roosevelt. C'est notre Roosevelt français, Manuel Valls. Mais ce n'est pas un Small Business Act, c'est un microscopique, minuscule Business Act. Donc je dis chiche au Small Business Act, mais pas au minuscule Business Act. Allez, on en vient à la polémique de la semaine avec Manuel Valls. Vous avez certainement entendu parler de cet aller-retour à Berlin pour suivre la finale de la Ligue des Champions. Un vrai feuilleton, explication Julie Hulin. Ce rendez-vous là était bel et bien prévu et inscrit de longue date dans l'agenda présidentiel. Michel Platini reçu à l'Elysée par François Hollande à 1 an exactement du début de l'Euro 2016. Une photo main dans la main pour annoncer l'ouverture de la billetterie de la compétition. Mais derrière les sourires, une polémique qui n'a pas désenflé, celle de Manuel Valls. Et lors de la conférence de presse, le président de l'UEFA confirme, oui, il a bien invité le Premier ministre au match, et oui, leur rencontre était prévue. La semaine précédente la finale, le cabinet du Premier ministre a contacté mon bureau pour dire que M. Valls souhaitait me rencontrer en tête-à-tête avant le match. C'est ce qui s'est passé. Pour le reste, la polémique qui s'est installée est une affaire franco-française qui ne concerne pas l'UEFA. Pas question pour Michel Platini d'alimenter plus une polémique qui, après 3 jours, s'affiche toujours à la une de tous les médias. La grosse gaffe, Manuel Valls, la mauvaise passe, ou encore Valls marque contre son camp. Les nouvelles mesures pour les PME sont reléguées au second plan et la communication gouvernementale s'essouffle. C'est Paris et Berlin, c'est un événement sportif, c'est une invitation de l'UEFA. C'est aussi une maladresse ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Sa passion pour le Barça lui aura finalement coûté très cher. Manuel Valls, fragilisé, lui jusqu'ici expert en communication, a semé la confusion et alimenté sans doute un peu plus la défiance à l'égard des politiques. Et un petit peu plus tard dans la semaine, le Premier ministre a fait une preuve de mea culpa ou pas. Écoutez. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et pour lever toute ambiguïté,
tout doute, j'ai décidé d'assumer la prise en charge du voyage pour mes 2 enfants, c'est-à-dire 2 500 €. Mesdames, Messieurs, notre pays n'a pas besoin de polémiques inutiles. Faut avouer à moitié, point d'interrogation. Pardonner ou pas? Je crois que Manuel Valls s'est trompé d'époque. Aujourd'hui, les Français veulent une république modeste et ils en ont plus qu'assez des privilèges. Donc je crois que malheureusement, on a besoin, et je dis malheureusement pour le Premier ministre, on a besoin aujourd'hui de sobriété dans l'exercice du pouvoir. C'est comme ça, et de ce point de vue, le comportement de Manuel Valls était une faute. C'est pour ça que moi, au sein de l'Île-de-France, j'ai proposé une charte pour une région sobre et exemplaire. Vous savez qu'en Île-de-France, je vous donnerai qu'un seul exemple. C'est pas l'abri d'une faute, regardez. Oui, mais en Île-de-France, nous ne savons pas combien de billets d'avion sont utilisés chaque année par des élus franciliens pour voyager. Nous ne savons pas aujourd'hui combien exactement il y a de voitures de fonction, combien il y a de logements de fonction, etc. Donc moi, ce que je demande, c'est une région sobre et exemplaire et qu'on arrête. Il y a quelques années, la région louait une plage privée à Cannes pour le festival. Vous voyez, toutes ces dépenses-là, les Français ne les supportent plus. On est là aujourd'hui pour mettre tout l'argent public à leur service. Faites du poids de l'homme Manuel Valls pour vous? Je crois qu'il Ça révèle souvent dans une affaire. Hein, donc c'est à lui de le dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, préférer aller à un match de foot de Barcelone plutôt que de rester avec les militants à Poitiers, effectivement, ça en dit long sur l'état du Parti socialiste. J'ai une question sur la transparence. Vous dites que vous voulez faire une charte pour l'Île-de-France pour savoir exactement quelles sont les dépenses des élus. Il y a les grandes dépenses un peu mirobolantes et il y a les plus petites dépenses. Dans certains pays, certains ministres peuvent être sortis du gouvernement pour des simples histoires d'achat de chocolat. Jusqu'où doit aller la transparence? C'est pour ça que nous avons mis sur la table une charte. Moi, j'ai souhaité que tous mes adversaires, qu'on discute de chacune des mentions de la charte. Mais pour vous donner un exemple, le Conseil régional est dans 5 hôtels particuliers dans le 7e arrondissement de Paris. Et comme pour les fonctionnaires, il faut aussi des bureaux, donc on a en plus 26 millions d'euros de loyer, toujours dans le 7e arrondissement de Paris. Est-ce que c'est raisonnable? À un moment où il y a un matraquage fiscal sans précédent sur les Français? Non. Moi je dis on vend les hôtels particuliers, on déménage de l'autre côté du périphérique et on économise au minimum 26 millions par an. Et 26 millions, vous imaginez combien d'infirmières formées avec 26 millions d'euros? Combien de chômeurs en reconversion avec 26 millions d'euros? Combien de bourses au mérite payées avec 26 millions d'euros? Juste sur la question de Manuel Valls, il restera quoi de cette affaire? À mon avis, c'est un tournant. À mon avis, c'est un tournant dans la vie politique de notre pays. Aujourd'hui, un homme politique, il doit accepter de vivre comme un Français ordinaire. Sans exception, pour tous les hommes politiques. Et donc il doit en tirer les conséquences? Si on vous écoute jusqu'au bout. Il s'est excusé. Le Premier ministre, c'est lui et sa conscience, c'est lui et son éthique politique. Alors il s'est excusé, il va rembourser. C'est lui et son. Non mais après, moi je ne suis pas là pour donner une leçon de politique à Manuel Valls. Je suis là pour vous dire comment moi, présidente de région, je considérerais mon futur mandat. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se débarrasser de ces privilèges qui sont devenus insupportables. Ils sont devenus insupportables pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons plus assez d'argent public pour le gaspiller. Les Français veulent davantage de nous, les hommes politiques. Nous devons davantage, nous devons beaucoup plus aux Français. Alors mercredi, on en parlait, Paris, il est question du Grand Paris, à mercredi. Le Grand Paris qui semble avoir un peu de plomb dans l'aile. Claude Barthelone, votre concurrent aux élections régionales, se dit favorable à son report. Il se range à son tour derrière le vote des sénateurs. La semaine dernière, ils ont souhaité que la création de la métropole du Grand Paris soit reportée d'1 an. Les élus communistes ont tenu, eux, une conférence de presse. Flora Sauvage. Pas encore sur les rails et déjà en panne. Alors qu'elle doit entrer en vigueur au 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris bat de l'aile. Pour de nombreux élus, le top départ doit être reporté au 1er janvier 2017. Ce matin, les élus communistes du Sénat ont plaidé pour le report. Un report déjà voté par le Sénat, mais qui n'est pas certain d'être adopté par les députés. On essaye d'imposer aux communes, au cœur de l'été, la construction de cartes des territoires qui composeraient la métropole.
Et tout ça, on veut que ce soit en place pour le 1er janvier prochain. C'est totalement impossible. Et j'ajoute que c'est en ce moment que le débat public est enfin en train de se développer et que des centaines de personnes dans leur commune commencent à participer, à s'informer. Et au moment où ils veulent rentrer dans le débat, on leur dit c'est terminé, tout est plié, vous n'avez rien à dire. Même son de cloche pour ce fervent partisan du Grand Paris, pourtant d'un autre bord politique. Je suis à la tête d'une commune en Seine-Saint-Denis et aujourd'hui on me demande de me marier en quelque sorte avec d'autres communes pour faire une intercommunauté de 300 000 habitants. Je ne sais toujours pas avec qui. Parce que la loi n'est pas votée, parce que la ville de Chelles, qui est aux limites de la Seine-Saint-Denis, on ne sait pas si elle pourra entrer ou pas dans la métropole du Grand Paris. Donc il y a des hypothèses de cartes qui circulent, mais les élus ne pourront se prononcer qu'après l'été. Et une fois que cela sera fait, ça va demander beaucoup de travail. La métropole du Grand Paris doit regrouper 6,5 millions d'habitants. L'objectif est de simplifier le millefeuille territorial en Île-de-France. La nouvelle entité regroupera Paris et ses 3 départements limitrophes. Mais pour le gouvernement, il n'est pas question de reporter la date de création de la métropole du Grand Paris. On va parler du Grand Paris dans un instant. Jim Jarassé du SCAN est avec nous. Ce sera à vous dans quelques minutes. Alors, le Grand Paris, vous êtes demain à la tête de la région Île-de-France. Hypothèse. Qu'est-ce que vous faites de ce Grand Paris dont on voit que le projet est mal parti quand même? Je souriais parce que vous savez pourquoi la métropole du Grand Paris a été créée? Elle a été créée pour Claude Barthelone. L'idée initiale de cette métropole, donc Paris plus Petite Couronne, c'était de faire avaler finalement l'ensemble, Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, par M. Barthelone, président de la Seine-Saint-Denis. Donc l'idée était une idée politique, c'était une idée politique. Évidemment, la perte de la métropole par la gauche à l'issue des municipales a changé la donne et on voit bien aujourd'hui que le gouvernement comme le Parti socialiste et le Parti communiste sont très embarrassés par cet outil politique qui leur a échappé. Donc vous n'en voulez pas? Non, non, mais c'est simple. Moi, ma position n'a jamais changé, elle n'a jamais varié. Je pense qu'il est totalement irresponsable de transformer le millefeuille francilien, commune, intercommunalité, département, région, en une pièce montée en rajoutant au milieu la métropole. J'ajoute que la métropole, c'est un Grand Paris rétréci, un Grand Paris rabougri. C'est Paris la petite couronne. Dans la métropole, il n'y a pas Roissy. Dans la métropole, il n'y a pas Saclay, il n'y a pas les villes nouvelles, il n'y a pas la grande couronne. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut faire de ce... Mais moi, je crois que la métropole, elle existe. Elle s'appelle l'Île-de-France. Pourquoi réinventer midi à 14h? Elle s'appelle la région Île-de-France. Et j'ajoute que plutôt que de créer une fonction publique, un hôtel de métropole, 300 élus supplémentaires avec les rémunérations qui vont avec, franchement, simplifions. Gérard Collomb a fait quelque chose de magnifique avec la métropole de Lyon. Il a réussi sur le terrain de la métropole à avoir plus que 2 niveaux, la métropole et les communes. Il n'y a rien d'autre. Ben, nous, en Île-de-France, allons-y très simplement, gardons la région. Très bien. Alors, c'est l'heure de retrouver, sur ces paroles, Jim pour la loupe du SCAN. Tout de suite. Bonjour Jim, on va parler des élections régionales. Bonjour Valérie Pécresse, on va en effet un peu parler des élections régionales parce que ça se rapproche. Il se trouve en plus qu'on recevait la semaine dernière Chantal Jouanneau qui est donc candidate UDI pour les régionales en Ile-de-France. Vous négociez justement en ce moment avec l'UDI pour obtenir un ralliement de Chantal Jouanneau à votre candidature. Il y a un petit problème qui semble se poser, c'est notamment la question de la liste sur laquelle pourrait se retrouver Chantal Jouanneau en cas d'union. Elle nous a dit très clairement la semaine dernière qu'elle souhaitait être candidate dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que c'est possible de votre côté? Écoutez, moi, je ne vais pas parler ici et devant vous de mes discussions avec Chantal Jouanneau, pour la bonne et simple raison qu'avec Chantal Jouanneau, nous parlons surtout des idées. Nous avons toutes les deux le même sentiment. L'accroissement des inégalités en Ile-de-France est intolérable. Les injustices sont énormes. Nous avons la région la plus inégalitaire de France. C'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions. Il y a une urgence sociale et il y a une autre urgence qui est écologique. Depuis 17 ans... Non mais attendez, c'est important. Depuis 17 ans, l'Île-de-France est co-gérée par les différentes parties de gauche et notamment les Verts. Et on n'a jamais été aussi pollué. Donc ça veut dire qu'il faut changer radicalement de politique. Et avec Chantal, ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer de faire une plateforme commune sur l'écologie, avec une écotaxe pour les poids lourds en transit, sur le social, avec la création d'un contrat d'apprentissage régional pour les adultes. À partir du moment où Chantal Jouanneau pose cette condition comme quelque chose de sine qua non, il faut que vous répondiez
à cette condition, non, par non, oui, non, par non. ça n'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça que les choses vont se faire. Nous allons trouver un terrain d'entente. Vous savez, dans une négociation, il y a des compromis. Moi, ce que j'attends surtout, c'est d'avoir l'accord national, parce que tout dépend de l'accord national. Nous, en Île-de-France, on s'entend très bien. On est tout à fait prêts à s'unir et on trouvera les modalités de cette union parce que les électeurs le souhaitent et nous Alors, on en est où de l'accord national? Maintenant, j'attends l'accord national. C'est une discussion entre Jean-Christophe Lagarde et Nicolas Sarkozy. Donc, vous êtes responsable des régionales pour votre parti? Oui, mais ce n'est pas moi qui négocie cet accord national. C'est un accord qui est politique, qui inclut beaucoup d'autres choses. Vous auriez préféré le négocier justement seul avec Valérie Pécresse, sans les appareils de parti? Avec Chantal Joanneau Avec Chantal Joanneau, pardon. Si je négocie avec moi-même, ça devrait être plus facile. Sans les partis, la lourdeur de l'appareil. C'est pas possible, parce qu'en réalité, je comprends bien la position du centre. La position du centre est d'avoir une vision globale du territoire. Donc je comprends que Jean-Christophe Lagarde souhaite un accord global. Maintenant, le sujet, il est simple. Est-ce que nous voulons l'alternance ou pas? Moi, je veux l'alternance en Île-de-France. Vous savez que ça va être une élection qui sera extrêmement serrée. Vous savez que la région est structurellement très à gauche, qu'aujourd'hui nous avons une vraie chance de la gagner parce que je crois que l'engagement de mes équipes et de moi-même est un engagement tellement sincère, tellement authentique et qu'on est tellement dans les propositions et dans les solutions que même un certain nombre d'électeurs qui ont voté à gauche sont prêts aujourd'hui à nous écouter. Vous êtes prêt à lâcher du lest? Un peu de lest? Mais moi, vous savez, je suis une femme qui négocie. J'ai négocié l'autonomie des universités. J'ai négocié la TVA anti-délocalisation. Donc je suis une femme qui sait négocier. Je sais écouter mes partenaires. Je les respecte et je crois qu'on pourra faire. Vous négociez aussi avec le MoDem. C'est en bonne voie là. Il va y avoir un accord qui n'est pas encore définitivement entériné. Je l'ai dit. Je souhaite être la candidate de l'Union et l'Union la plus large possible. Je souhaite incarner une autre politique. Nous voulons que l'Île-de-France soit la plus belle capitale d'Europe et nous avons tous les moyens pour y parvenir. Quand on voit le chemin qui a été parcouru par Londres, qui a 20 ans était vraiment une ville repoussoir, quand on voit le chemin qui est aujourd'hui parcouru par Berlin, qui était il y a 20 ans une ville fracassée, donc quand on voit le chemin avec le MoDem en décembre. Je souhaite une alliance de la droite et des centres, je l'ai dit. Tous les centres, tous ceux qui veulent aujourd'hui une alternance à François Hollande et à son candidat. C'est pas aujourd'hui qu'on apprendra donc s'il y a eu accord ou pas accord. Je ne sais pas si vous l'avez compris comme ça. Mais parce que ce n'est pas de ma responsabilité. Si c'était de ma seule responsabilité, je vous en dirais beaucoup plus. Alors peut-être que vous allez être un peu plus expressif sur Claude Barthelone. On va parler de lui maintenant. Il se trouve que vous ne le quittez plus d'une semaine depuis le début de la campagne. On a comparé vos agendas. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est lui. Exactement. Peut-être que c'est lui. On a comparé vos agendas. C'est assez frappant. Le 27 mai, vous vous êtes retrouvés côte à côte pour l'inauguration du commissariat du Raincy. Le 1er juin, 3 jours plus tard, rebelote pour le lancement du prolongement de la ligne 11 du métro. Et le 7 juin, Claude Barthelone fait le marché de Puteaux. Et vous vous retrouvez encore une fois à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, au même endroit. Pourtant, l'Île-de-France, c'est quand même assez grand. Sa candidature, la place pour deux. Écoutez, j'étais au forum emploi pour les jeunes lycéens de Villetaneuse. Je ne l'ai pas retrouvé. J'étais à Coulommiers parler avec les agriculteurs. Ils n'y étaient pas. Et j'étais dans un centre de télétravail à Fontainebleau. Ils n'y étaient pas non plus. Et là, à midi, je vais avec Nathalie Kosciusko-Morizet dénoncer les hausses scandaleuses du pass Navigo pour les personnes âgées à Paris. Je ne crois pas que Claude Barthelone y soit. S'il me rejoint de temps en temps là où je suis, j'en suis très heureuse. Ça prouve que il s'immerge lui aussi dans les réalités. Le sondage qui vous donne, parce que pour l'instant, il me semble un peu déconnecté de ces réalités franciliennes. Sondage IFOP qui vous donne au coude à coude, notamment 41% au deuxième tour. Qu'est-ce que vous en définissez comme c'est un formidable résultat pour moi et mes équipes. Et ça montre qu'il y a une vraie dynamique. Ça veut dire que Claude Barthelone aussi monte dans les sondages, qu'il est assez haut et qu'il peut aussi... Je vous rappelle que la gauche a fait 56% la dernière fois, donc 41, vous ne pouvez pas dire que c'est un triomphe pour le bloc de gauche d'être à 41 après avoir fait 56% Il fait en plus 2010. François Luchon dans les sondages qui avaient été réalisés sur la candidature. Écoutez, j'imagine que si François Hollande a squeezé les militants, les a empêchés de voter et de désigner leur candidat dans une primaire, c'est bien parce qu'il pensait que c'était un meilleur candidat. Moi, je vais vous dire, ce que je pense, c'est que les Franciliens, ce qu'ils veulent, c'est des propositions, ils veulent des solutions. Et ils veulent une région qui soit une région qui n'exclut personne. C'est pour ça que j'ai proposé un pacte régional pour les territoires ruraux, pour que ces territoires se sentent inclus, pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils ont aujourd'hui des candidats qui ne leur parlent pas et qui ne s'intéressent pas à eux. Merci, Jim Jarassé, pour cet éclairage. On se voit la semaine prochaine. On va passer au Plus de l'Hebdo. C'est un film sorti cette semaine sur vos écrans. Ça s'appelle Un Français.
Ce film, c'est l'itinéraire d'un skinhead repenti. Il suffit d'une bande-annonce et ça a créé une espèce de polémique qui a enflé sur la toile. On regarde tout ça avec des extraits proposés par Simon Barbary. C'était le film qui fait peur. Un Français du réalisateur Patrick Asté, alias Diastème. C'est l'histoire de Marco, un skinhead d'extrême droite étalé sur 3 décennies, de la fin des années 80 à nos jours, de la violence raciste à la repentance. Il y en a qui disent que tu aurais changé de camp. Je suis dans aucun camp. Ah ouais. L'enculé qui t'a planté, c'était pas un enculé de bougnoule, peut-être? Si. Et alors? Un film sur l'extrême droite, le thème est rare dans une fiction française, ce qui a valu à ce long métrage une promotion inhabituelle. Avant-première annulée, nombre de copies réduites. 15 jours avant sa sortie, le réalisateur parle sur son blog de la peur des exploitants de salles. Il faut que nous, les Français, leur disions que ici, c'est chez nous. Peur des exploitants ou manque d'intérêt commercial, ce long métrage est quand même sorti dans 65 salles, un chiffre plutôt honorable pour un long métrage à petit budget. Un Français a en tout cas déjà marqué l'opinion, même si c'est pour l'instant en dehors des salles obscures. Alors c'est un film qui crée polémique parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, notamment sur la toile, sur Twitter, sur Facebook et d'autres. C'est très difficile de parler de l'extrême droite, même au cinéma. Écoutez, je n'ai pas encore vu le film, je vais évidemment aller le voir avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que le titre est provocateur. Parce que et des propos aussi assez violents. Parce qu'un Français, quand on parle d'un militant d'extrême droite, évidemment, tous les Français qui ne se reconnaissent pas ou qui détestent les idées de l'extrême droite se disent « Oh là là, quelle provocation de l'appeler un Français ». Maintenant, la culture est là pour provoquer, elle est là pour déranger. Donc j'irai voir ce film avec grand bonheur. Le réalisateur dit qu'il était concentré sur son film, qu'il a été surpris par la violence des réactions sur le web et notamment le web capté par les réseaux d'extrême droite. Vous le comprenez? Vous comprenez qui? Mais j'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film. Je vais aller le voir sans aucun a priori. Je vais voir s'il me paraît, j'allais dire, respectueux de la réalité. Mais vous savez, je crois qu'il faut aussi que chacun d'entre nous accepte de pouvoir être critiqué, de pouvoir être montré du doigt. C'est aussi le cas pour la droite dans un grand nombre de films ou pour la gauche dans un certain nombre de films. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de censure ou d'autocensure sur des sujets comme ça. Est-ce que vous ressentez cette forme de censure? Et en même temps, ça se retrouve sur les réseaux et c'est une sorte de déversoir. Et que c'est excessif tout ça. Écoutez, je vais aller voir le film. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a une violence et une agressivité sur les réseaux sociaux qui est juste folle. Moi-même, depuis l'entrée en campagne de mon adversaire socialiste, j'ai été traitée de tous les noms sur les réseaux avec une violence qui m'a surprise. Mais je pense que le réseau libère la parole. L'anonymat du réseau, ou le pseudo-anonymat, pareil, parce que par exemple certains sont totalement clairement identifiés, sur les réseaux, on se lâche beaucoup plus et je le regrette. Parce que cette violence et cette haine, on doit la contrôler, y compris sur les réseaux sociaux. Merci Valérie Pécresse, ce sera le mot de la fin. Merci à tous, bonne semaine. Ciao, ciao.